Merci à tous d'être venus en nombre aujourd'hui. Donc, on va passer à la session suivante. Donc, je vais inviter les intervenants à venir me rejoindre sur scène. Marco Onida, Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet et Emmanuel Torcobio. Est-ce qu'on peut me dire à la régie si Jean-Claude Génaud est en ligne et si il nous entend bien? Est-ce qu'on a... D'accord, donc il nous rejoindra à 15h15. Ok, très bien. Ouais, parfait. Donc, Jean-Claude nous rejoindra à 15h. Pour commencer cette session, on voit que l'initiative de l'association Francis Allais est un modèle d'inspiration pour l'Europe, pour le vieux continent. Mais ça pose aussi la question de quel est le contexte européen dans lequel il va se déployer. Donc on peut penser notamment à la résolution du Parlement européen en 2009 qui incitait les États membres à préserver les aires de wilderness, pour reprendre le terme en anglais, qui a permis notamment d'identifier les espaces de naturalité, enfin qui incitait les États à identifier les espaces de naturalité en France, en Europe, et aussi la stratégie biodiversité à l'horizon 2030 qui fait un focus particulier sur les vieilles forêts, les old growth forests. Mais je vais laisser la parole à Marco pour qu'il puisse nous présenter ce contexte-là européen un peu plus en détail. Merci Erwan, merci, bonjour tout le monde. Merci Francis, Eric pour cette invitation. Je m'excuse pour mon accent italien et mes fautes de français. En quelques minutes, je vais parler comme vous voyez sur le titre, la place des forêts primaires dans les réflexions européennes. Je commencerai par dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a quelques années, on n'en parlait certainement pas. Moi-même, je ne suis pas forestier, je suis juriste d'origine, je travaille depuis 5 ans. Eric m'a promu parce qu'il m'a fait directeur. En directeur, il a à peu près 60 à 80 personnes qui travaillent pour lui. Moi, j'en ai 2. Je suis chef de secteur, mais bon, je suis dans le secteur qui est responsable pour la protection des forêts européennes et on a vraiment beaucoup à faire. Et voilà, je vous présente un peu le contexte. Bon, ça c'est pour vous du déjà vu, c'est des banalités, mais juste le contexte de cette initiative européenne, entre autres pour les forêts primaires, c'est la prise de conscience du fait que dans le temps, on voyait les 3 piliers du développement durable, économie, société et environnement, un peu comme 3 piliers parallèles, que finalement n'est pas du tout le cas parce que le pilier environnement, biosphère, c'est ce qui permet à la société et à l'économie d'exister. Donc on a renversé un peu, et ça c'est juste le contexte politique qui a changé à cause de 2 grosses crises, changement climatique et biodiversité. Et bon, ça, évidemment, c'est des choses que vous connaissez très bien. La crise de biodiversité est aussi grave que la crise de changement, que la crise climatique. Et finalement, ça, c'est un aspect important parce que les 2 choses vont ensemble. On ne peut pas penser de résoudre la crise climatique sans passer à la biodiversité. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en Scandinavie, on a, dans le domaine forestier, on a convaincu les gens qu'il faut renoncer à la biodiversité parce que les monocultures, les plantations, l'agriculture forestière est bien pour le climat. Et donc, même si c'est mauvais pour la biodiversité, c'est nécessaire. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. Donc, l'Union européenne, vous connaissez peut-être, a mis comme première priorité du programme de l'actuelle Commission le pacte vert. Le pacte vert qui a évidemment, entre autres, un grand volet protection de la nature. Et donc, les premiers enseignements qu'on a tirés, c'est évidemment qu'il y a il faut, là je reviens maintenant aux forêts, il faut changer complètement de paradigme parce qu'il faut dire aussi qu'en Europe, surtout aussi les ONG, l'opinion publique,
n'a jamais été très attentif sur la situation des forêts européennes. On a toujours regardé hors de l'Europe. Donc les forêts, l'Amazone, typiquement l'Afrique, l'Indonésie, évidemment, il y avait raison pour faire ça, mais le monde forestier européen c'est un peu, nous a convaincus que tout allait bien, et finalement ce n'est pas le cas, parce que les forêts européennes sont en énorme souffrance, justement pour les éléments qui ont été mis en évidence tout à l'heure. Des monocultures sont pas résilientes et sont en souffrance, et surtout il n'y a pas de biodiversité, et voilà, et tout ça. Je n'ai pas trop le temps de rester sur ça, mais donc il faut aussi penser au long terme. Il nous manque énormément de données sur ce qui se passe, donc il faut améliorer le monitorage et évidemment faire face au changement climatique. Alors, en 2020, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour la biodiversité d'ici 2030, suivie par une nouvelle stratégie pour les forêts en 2021. Et un des éléments de cette stratégie est la protection de 30% des écosystèmes terrestres et de ces 30%, 10% de protection stricte. Et pour revenir donc aux forêts, une des choses que la Commission a fait, c'était il y a différents volets législatifs qui se sont développés. Vous avez peut-être entendu parler de la proposition de directive sur la restauration de la nature, qui a complètement paralysé l'Europe avant l'été, parce que il y a une polarisation politique très très importante entre les partis populaires et les autres partis politiques, avec une tentative de tuer cette proposition par les partis populaires, qui n'a pas réussi, qui a échoué, mais quand même les débats restent très 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 difficiles, et ça a un peu paralysé tous les débats sur les autres choses. Mais au-delà de ça, donc on a voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, la protection de 30% des écosystèmes terrestres et maritimes et un tiers protection stricte. Et donc, on a issu 3 ou 4 lignes directrices. Et là, je vais vous présenter brièvement les lignes directrices qu'on a publiées sur les forêts primaires et subnaturelles. Il y en a eu aussi, par exemple, et ça c'est très intéressant ce qu'elle disait tout à l'heure, Elodie et Marc-André, par exemple, il y a des lignes directrices sur la gestion forestière proche à la nature, ce qui est exactement ce qui a été mentionné, les pro-silva. Mais ça c'est un autre chapitre, je n'ai pas trop le temps de rester sur ça maintenant. Et donc, la Commission a décidé de publier ces lignes directrices pour définir, cartographier, surveiller et protéger strictement les forêts primaires et subnaturelles en Union européenne. Alors, il y a eu toute une discussion sur le terme. Bon, ici, on parle de forêts primaires, mais subnaturelles, pour nous, c'était des forêts anciennes, mais on nous a dit, et le gouvernement français a été très disons, ils ont insisté énormément d'utiliser le terme subnaturel et pas ancienne. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, je pense que j'ai même interrogé Eric et les associés scientifiques. Finalement, c'est le terme subnaturel qu'on doit utiliser. Alors, effectivement, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à il y a quelques années, on n'en parlait pas, on savait, c'était pas vraiment un débat. Mais dans ces 10% de protection stricte, la stratégie biodiversité demande d'inclure toutes les forêts primaires et subnaturelles qui restent dans l'Union européenne. Sauf qu'on ne sait pas exactement combien on en a. On sait qu'il y a 2-3% des forêts européennes tombent dans la définition des primaires ou subnaturelles. Alors, ces lignes directrices, tout d'abord, ce qu'ils font, c'est de définir. Alors, la définition des forêts primaires est relativement facile parce qu'elle a été reprise d'une définition qui existait déjà par les FAO. Donc, elle était relativement facile de trouver un accord entre experts, parce que c'est des lignes directrices, donc ce n'est pas de la législation, mais elle a été quand même développée ensemble avec les experts de tous les États membres pour essayer d'avoir un consensus afin qu'après les États membres, justement parce que ce n'est pas de la législation contraignante, les utilisent. Parce que si on les avait imposés, nous comme commission avec nos experts, les États membres auraient pu dire voilà, nous on s'en fout, c'est votre vision, donc c'est quelque chose de partagé. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la définition des forêts primaires. Et qui est la première chose. Je ne parle pas de forêts subnaturelles ici, parce que le thème aujourd'hui, c'est la forêt primaire.
Mais par exemple, la réserve Massane me semble tomber très bien dans la définition des forêts subnaturelles, parce que avec tout ce qui a été dit, ça me semblerait exactement mérite protection stricte au sens de ces lignes directrices. Donc, ces lignes directrices demandent de cartographier ces forêts, parce qu'il peut sembler surprenant avec toute la science qu'on a déployée, les géographes, les forestiers en Europe, mais il n'y a vraiment pas encore une cartographie sûre et certaine sur les forêts primaires et les forêts subnaturelles en Europe. Il y a souvent des décalages entre les données qui sont récoltées par les scientifiques ou par les propriétaires de forêts privées et ce qui est accessible par le public. Et donc, on a demandé d'avoir, disons, chaque État membre doit se pencher sur ça, utiliser les systèmes de SIG pour arriver à une cartographie claire de ces forêts et de mettre ça, évidemment, à la disposition du public. Maintenant, ce qui passe en ce moment, bon, j'y reviendrai à la fin, mais c'est qu'il y a un peu un débat parce que certaines agences au niveau de certains pays membres nous disent si nous diffusons les données sur les forêts primaires et subnaturelles, il y a un risque que les propriétaires les coupent parce qu'ils ne veulent pas tomber dans la définition de protection stricte. Et donc, il vaut mieux garder ces données secrètes plutôt que dire, parce qu'il y a ces risques, parce que les gens ont peur de ce qui peut se passer. Une fois qu'il y a la protection stricte, évidemment, on ne peut plus couper. La deuxième chose, le deuxième volet, c'est la surveillance. Donc, la surveillance structurelle et régulière des forêts primaires et subnaturelles, afin de vérifier un peu ce qui se passe, l'incidence de la gouvernance, les mesures de gestion, des perturbations et surtout l'incidence des changements climatiques. Et tout ça pour arriver à terme à la protection stricte. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les États membres doivent identifier et protéger strictement 10% des écosystèmes terrestres, donc y compris toutes les forêts primaires et subnaturelles, dès qu'il est clair que ces forêts répondent aux critères qu'on retrouve dans les lignes directrices. Et il faut dire que, si je peux revenir un moment sur la définition des forêts subnaturelles, vous la retrouvez, là je n'ai pas le temps d'en parler trop en détail, mais elle est tout expliqué dans ce document. Il y a des critères, des indicateurs, et je suis sûr que vous pouvez directement voir un peu quelle est l'utilité. Voilà, donc protection stricte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, protection stricte? Parce que là, c'est la deuxième question. Donc, protection stricte, oui, mais quoi? Alors, il y a en parallèle un autre document qui a été développé par la Commission européenne ensemble avec les États membres dans un comité des experts des États membres qui s'appelle NADEG, qui établit qu'est-ce que ça veut dire protection stricte. Et là, il y a tout, bon, disons en bref, une forêt ne peut certainement pas être cultivée, mais il y a des activités humaines qui sont encore permis. Donc, par exemple, collecte champignons, tout ça, évidemment, dans les limites de ce qui est la tolérance des écosystèmes, mais ça ne veut pas dire que c'est des forêts qui ne peuvent pas être accessibles au public, au contraire. Il y a après, dans ces lignes directrices, tout un volet sur ce qu'on peut faire pour financer la protection stricte. Parce qu'évidemment, ouais, j'arrive à la fin, je pense que c'est la fin. Évidemment, la grosse question, et là j'y reviendrai quand on fera la table ronde, la grosse question c'est comment gagner la participation surtout des forêts privées. Parce qu'on a 60% de forêts privées en Europe et 40% de forêts publiques en moyenne. Et donc, évidemment, c'est toujours la question comment financer et comment pouvoir obtenir un revenu si on ne vend pas le bois et tout ça. Et là, donc, il y a toute une explication de ce qui peuvent être les fonds européens. Et à la fin, il y a un calendrier indicatif pour la mise en œuvre de ces lignes directrices. Donc, là, vous voyez, les États membres devaient déjà, au début de cette année, produire leurs engagements pour les zones de protection stricte selon ces lignes directrices NADEG. Et à la fin de cette année, ils doivent
mais je répète, ce n'est pas contraignant. Donc, c'est une invitation politique, même si les États membres et les parlements européens ont appuyé politiquement la stratégie de biodiversité. Donc, on est tous d'accord qu'il faut le faire. Mais avant la fin de cette année, on attend l'élaboration de la méthode de récensement de la cartographie par tous les États membres. Et d'ici 2025, la cartographie, d'abord pour les forêts primaires publiques et sous-naturelles publiques, et après pour les privés. Et au plus tard, en 2029, la protection stricte mise en œuvre. Mais il y a aussi clairement indiqué que dans la mesure où c'est clair qu'une forêt tombe dans ces définitions, il faut la protéger strictement immédiatement. C'est le principe de précaution, il ne faut pas attendre. Et ça, c'est très important. Voilà, ça c'est la présentation de ligne directrice. Je reviendrai sur certains éléments après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Donc, merci pour cette présentation du cadre politique européen dans lequel peut se déployer la protection des forêts primaires. Une petite astérix, en France, on parle de protection forte plutôt que de protection stricte, mais c'est un statut particulier français qui soulève d'autres questions, mais qu'on abordera peut-être plus tard par la suite. Je vais laisser la parole à Gilbert et Béatrice qui vont pouvoir nous présenter justement quel type d'initiative on peut retrouver en Europe dans ce cadre-là. Voilà, alors, avant de vous présenter donc ce petit diaporama, ce PowerPoint, si vous voulez, on nous a fait appel parce que nous sommes un petit peu des fantassins sylvestres de la ruralité. C'est-à-dire que nous agissons un peu de partout, notamment par l'acquisition foncière pour préserver. Et donc, c'est un moyen, c'est pas le seul, loin de là, bien entendu, mais c'est un moyen, et voilà ce qu'on voudrait vous évoquer. Alors, donc, on nous a demandé de parler des actions pour les forêts plus sauvages en Union européenne, et j'ai beaucoup aimé le des forêts, parce qu'effectivement, si vous regardez cette carte qu'on a reproduite dans notre ouvrage L'Europe réensauvagée, on voit très bien que, d'abord, il n'y a pas une seule forêt, mais bien plusieurs types de forêts en Europe. Donc vous avez la forêt, la taïga, c'est-à-dire la forêt subboréale. C'est les petits sapins qui sont représentés là sur la carte. Vous avez la forêt à feuillage caduc de plaine, comme la forêt de Biélowieża, donc qui recouvre une grande partie de l'Europe également. Vous avez les forêts d'altitude, avec également, quand on monte suffisamment en altitude, des résineux. Et puis vous avez la forêt méditerranéenne. Donc voilà, c'est pas une forêt européenne, mais bien des forêts européennes. La deuxième chose qu'on voit bien sur cette carte, c'est que contrairement à ce qui se passe à latitude équivalente sur le continent nord-américain, la forêt prend une place extrêmement importante en Europe. Elle couvrait, à la sortie de la dernière glaciation, à peu près 80% du territoire européen. Et ça, c'est dû à une particularité géographique par rapport aux États-Unis et au Canada, où vous avez une bande de montagne qui fait nord-sud et qui va stopper les pluies assez rapidement, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Ici, si vous regardez bien, je n'ai pas de pointeur, donc je vais vous montrer simplement. Les chaînes de montagne, elles sont alignées ouest-est, ouest-ouest, c'est comme vous voulez. Donc toutes les influences de l'océan Atlantique peuvent pénétrer assez profondément en Europe, et il n'y a que vraiment à l'extrême est de l'Europe que vous trouvez des précipitations trop faibles pour qu'il y ait installation de forêt, et ce sera donc les steppes qu'on trouve notamment en Russie et en Ukraine. Tout le reste, c'est de la forêt. Alors cette forêt, évidemment, elle n'est plus tout à fait sauvage, et puis elle a beaucoup évolué avec le temps, avec notamment les différentes glaciations qui sont apparues. Et donc, même dans un type de forêt, si je prends la forêt méditerranéenne, eh bien, vous avez on parlait de variations génétiques tout à l'heure, Francis soulignait cet aspect-là. Et là, le yo-yo des glaciations qui a repoussé les forêts vers le sud à chaque épisode de glaciation successive a entraîné un isolement géographique de certaines espèces, suffisamment long dans le temps. Un épisode de glaciation, c'est à peu près 100 000 ans.
suffisamment long dans le temps pour qu'il y ait des mutations qui se produisent, et donc une diversification génétique. Et donc, si on prend les 3 péninsules, donc l'Espagne, l'Italie et la péninsule balkanique, eh bien, pour ne citer qu'un seul exemple, vous avez 3 sortes de pain, le pain noir d'Autriche, le pain Laricio et le pain de Salzmann, qui dérivent d'un même ancêtre commun, mais qui ont donné des variants suite justement à ces différentes glaciations. Pour passer les diapositives, j'appuie. J'y vais à pied. Non, mais il faut passer les diapositives. Voilà, alors un aspect intéressant qu'on veut évoquer là, il se trouve que on se posait des questions tout à l'heure sur la forêt, comment elle était, etc. Donc, on a des réponses. Et là, on est en Haute-Loire, et au fond de ce lac, on a des sédiments. À côté, on est dans un endroit qui s'appelle Landos, on est sur le plateau. On a des sédiments qui sont dans des tourbières. Et dans ces tourbières, on va faire ce qu'on appelle un carottage. Donc on va sortir une carotte, et ensuite, cette carotte, on va l'analyser, et elle va nous donner, en fonction du temps, les différents pollens, c'est pour ça qu'on parle du diagramme pollinique, les différents pollens, et donc les différentes espèces. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire, tout ce que l'on peut dire sur ces diagrammes polliniques. Ici, il faut se dire que la carotte elle est faite dans ce sens-là. Donc il faudrait la redresser, si vous voulez. Là, on est à peu près il y a 10 000 ans, donc on sort de la glaciation. Et là, c'est maintenant. Donc si je me mets debout comme ça, si vous voulez, et on remet d'aplomb, ça en fait beaucoup de choses qui changent. Eh bien, je suis là sur 10 000 ans d'histoire. En dessous de moi, 10 000 ans d'histoire. Et donc, on peut regarder, ça commence, vous avez par exemple ici du pin sylvestre, et vous avez en dessous, vous avez d'autres arbres intéressants, mais des saules, voilà, vous avez, on verra après, d'autres arbres, mais voilà. Et puis, il y a des bouleaux, bétulas. Donc, vous voyez le paysage des bouleaux, des pins sylvestres. Bah, c'est le paysage actuel de la toundra. Voilà, c'est facile. Ensuite, on avance dans le temps. Et en avançant dans le temps, on se rend compte qu'on a Quercus, le chêne qui apparaît et qui se développe bien. Et ça, c'est assez étonnant. À cette époque-là, il fait plus chaud qu'aujourd'hui. Il y a pratiquement 2-3 degrés de plus. Donc, voilà, la nature a géré ça. Et puis, ensuite, 6600, en l'an 6600, avant aujourd'hui, donc c'est très précis, la hêtraie sapinière s'installe. Donc ça, c'est la hêtraie, et au-dessus, vous avez le sapin. Donc, installation de la hêtraie sapinière. Et puis, au bout d'un moment, ça diminue. Donc, ça diminue, ça diminue. C'est le néolithique. C'est-à-dire que le bonhomme, à ce moment-là, il coupe pour pouvoir mettre ses moutons, pour pouvoir cultiver. Donc, on le voit là-dessus. Et puis, ça descend, et puis ensuite, il y a un petit trou. Ce petit trou, c'est en fait les barbares qui sont arrivés et qui ont pris la place. Et ensuite, on arrête la culture. Et à ce moment-là, on voit une poussée très importante du pin sylvestre. Donc, on a déboisé, ensuite on a abandonné, le pin sylvestre s'est développé, et ensuite on a recommencé à cultiver. Et on voit, le deuxième secteur, c'est aujourd'hui la déprise agricole avec le développement du pin sylvestre. Donc, voilà. Donc on a vraiment une histoire donc très, très précise. Là-haut, dans le jaune, petit carré jaune, c'est l'Empire romain. Puis après, il y a le blanc à côté, c'est les barbares. Et puis après, tout ça, c'est aujourd'hui. Le jaune, c'est les céréales. Voilà. Les pollens de céréales. Pas assez grand. Là. Pas assez, si tu veux. Mais c'est merveilleux.
Donc, alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, on ne peut pas nous la refaire. C'est-à-dire, on ne peut pas nous dire, non, non, mais c'était une forêt, c'était comme ça. Ben non. La hêtraie sapinière d'ici, je ne vois pas en quoi elle est différente des forêts sapinières anciennes que nous avons chez nous. Des forêts sapinières qui ont 300-400 ans, donc dans des zones très, très encaissées. Voilà. Bien, elles vont avoir une allure qui sera très, très similaire. Alors voilà, c'est un point très important, mais ça, les forêts sauvages n'ont pas besoin d'être plantées, elles se régénèrent toutes seules, et ça, c'est pas une forêt, c'est une plantation. Et c'est vrai que Francis, ce matin, nous disait qu'une vraie forêt, elle est belle. Il n'a pas osé dire qu'une plantation, c'est moche. Voilà. Donc, voilà. On peut insister. C'est moche et c'est un affront à la biodiversité, à la beauté de la biodiversité. Voilà. Il fallait avoir un esprit mal tourné pour planter ça. Il fallait être un petit peu... voilà. Il y a des études à faire. Donc en fait, si on résume, la première action pour avoir des forêts sauvages, plus de forêts sauvages, finalement c'est une non-action. Ne plantez pas, ça pousse tout seul. Voilà. Si on veut avoir des forêts plus sauvages, ben déjà il faut commencer par oser laisser le sauvage s'installer, oser lâcher prise et arrêter de croire qu'on est Dieu le Père et qu'on est les créateurs, tout simplement. Alors, tout à l'heure, Marco nous parlait des objectifs de l'Europe à 2030, donc 10% de protection stricte. Pardon ? Alors oui, moi j'aime bien le terme de protection stricte, et c'est vrai qu'en France, on a l'art de tourner les mots pour contourner les lois, en fait, tout simplement, pour faire à la française, l'exception française. 10% de protection stricte, ça vaut pour tous les territoires et ça vaut évidemment aussi pour la forêt. Donc, comme on le disait, il y a en gros 2 catégories administratives de forêts en France et en Europe, d'une manière générale. C'est les forêts qu'on va qualifier de forêts publiques parce qu'elles appartiennent à une communauté, à l'État, à des communes, et les forêts privées. Donc en France, le taux de forêt privée est un petit peu plus supérieur à la moyenne française, puisqu'on est à 72% contre 60% en moyenne européenne. Donc une grosse action possible au niveau des forêts privées. Et les forêts publiques, ben, c'est tout le reste, donc avec à peu près 16% qui appartiennent à l'ONF en France, et le reste c'est de la forêt communale. Donc au niveau des forêts publiques, il y a bien sûr déjà des choses qui se font. Donc je vois qu'il y a eu un petit réarrangement, enfin il doit y avoir une petite modification de la mise en page, puisqu'une partie du commentaire disparaît sous la photo. Donc déjà, première action possible, qui est déjà mise en place, c'est les réserves biologiques intégrales, créées par l'ONF. Donc c'est une action évidemment très positive. Ce sont, comme la forêt de la Massane, qui n'est pas une réserve biologique intégrale, mais qui pourrait être assimilée à cela, des laboratoires à ciel ouvert que l'ONF a créés pour voir un petit peu comment évoluent les forêts en fonction de différentes variations normales, notamment le changement climatique qu'on observe actuellement. Malheureusement, ces réserves biologiques intégrales en France métropolitaine sont très petites. Alors, il existe l'équivalent, bien sûr, dans les autres pays européens. Ça ne s'appellera pas tout à fait comme ça, mais le principe est le même. La plus grande réserve biologique intégrale qui existe en France, elle fait un petit peu plus de 2000 hectares. Donc, on est très loin de nos 70 000 hectares de futures forêts primaires. Et elle est située dans le Vercors. C'est la réserve des hauts plateaux du Vercors. Les parcs nationaux. Alors là, les parcs nationaux, par contre, on commence à rentrer dans la cour des grands, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares, en général. En France, pour vous donner un exemple, la future forêt primaire qu'on espère voir se mettre en place grâce à l'association Francis Salé, 70 000 hectares, c'est à peu près la taille du parc du Mercantour. Donc vous voyez que, quelque part, ce projet n'a absolument rien d'utopique, puisqu'il y a déjà des choses plus ou moins similaires qui sont mises en place. Sauf que dans le parc de Mercantour, on n'est pas dans la libre évolution totale, puisqu'il y a une pression de pastoralisme qui est encore très forte. Le parc de la Vanoise, qui a été le premier parc national français, fait 60 000 hectares.
Et le parc du Mercantour fait 90 000 hectares à peu près. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Le parc des Écrins, pardon. Le parc des forêts dans le Grand Est fait 100 000 hectares, mais il n'y a que 3 000 hectares qui est en réserve biologique intégrale. Donc effectivement en libre évolution. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier parc national en libre évolution en Europe de l'Ouest, ça a été le parc national suisse. Et ça, c'est intéressant parce que le parc national suisse a été créé en 1914, donc on a un siècle de recul sur la libre évolution. Et c'est là qu'il y a des observations très intéressantes qui ont été faites, et notamment par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure. Eh bien, vous avez des zones de clairière dans le parc national suisse, même après un siècle, un peu plus d'un siècle de libre évolution. Ah oui, ça... Oui, alors, on évoquait tout à l'heure la préservation grâce à l'acquisition foncière par le monde associatif. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, donc, Forêt Sauvage, c'est une association que nous avons créée il y a une quinzaine d'années. Et nous achetons régulièrement des terrains pour les préserver. Et on s'est rendu compte que c'était aussi, ça existe en Suisse, avec Pro Natura, par exemple. Dans les Carpates aussi, dans les Carpates roumaines notamment, il y a une action qui se fait. En Bavière, effectivement, au Royaume-Uni, là, le National Trust, ils sont 2 millions d'adhérents, donc quand il faut un appel à dons pour acheter, ça va vite. Et voilà. Mais c'est important de souligner le côté citoyen, donc mobilisation du monde associatif qui prend en main cette protection. Et bon, c'est la propriété, donc c'est quelque chose de très important dans notre pays. C'est très puissant. C'est plus puissant que la protection réglementaire, quoi. Donc voilà, c'est bonne. Alors bien sûr, avec toutes ces actions, on a des marqueurs qui montrent que ça progresse. La cigogne noire, qui n'existait pas du tout dans notre pays, est venue s'installer. Il y a maintenant presque 80 couples donc, qui sont installés, qui progressent régulièrement avec la préservation donc, et d'autres espèces. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Ah, bon, alors, si c'est bon. Bah, merci beaucoup. Alors, je retiens un mot parce qu'il va me permettre de faire la transition. C'est lorsqu'on voyait ces plantations et non pas cette forêt, on se disait des fois peut-être que juste la non-action, ça suffit pour avoir de la forêt qui revient. Et donc en parlant de non-action, on parle aussi de libre évolution et je vais laisser la parole à Jean-Claude Génaud, s'il est en ligne et s'il nous entend bien, qui va nous parler de la libre évolution dans les forêts et qu'est-ce que ça représente, cette libre évolution. Alors Jean-Claude, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que j'ai une information dans l'équipe technique pour me dire où on en est avec Jean-Claude Génaud? Alors moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est parfait. Bon, bonjour à tous. Parfait. Ah, c'est parfait. On te voit maintenant en plus de t'entendre. Donc je te laisse la parole. Tu as 15 minutes, Jean-Claude. Oui, pour que je puisse commencer, il faut que j'ai ma présentation. Pour l'instant, je ne pense pas que je puisse partager mon écran. Donc il faut que je vois ça avec le service technique. Allez, partager l'écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on voit ta présentation. La première photo. Voilà. Oui, c'est bon, ça défile. Démarrer? C'est parti. Alors bonjour à tous, je me présente, donc Jean-Claude Génaud,
écologue, je suis vice-président de Forêt Sauvage et membre et conseiller de l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Je dois donc vous parler de qu'est-ce que la libre évolution en forêt. Et d'abord, qu'est-ce que la libre évolution? Est-ce qu'il existe une définition? La réponse est oui. Cette définition, elle nous a été donnée par une coordination qui s'est créée il y a quelques années, qui s'appelle la coordination libre évolution CLÉ. En fait, c'est un collectif d'une douzaine d'associations de protection de la nature, dont d'ailleurs l'association Francis Allais pour la forêt primaire est membre, qui travaille sur ce sujet, qui creuse les questions, et notamment un certain nombre de problèmes qui sont liés aux conséquences de la libre évolution, et qui essaye évidemment d'en faire la promotion et de mettre en œuvre des projets concrets sur le terrain. Donc pour la clé, un espace est en libre évolution quand il est sans activité extractive. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pas de coupe de bois, pas d'activité agropastorale, pas de chasse, pas de pêche. Et sans activité intrusive, pas de sport ou de loisirs de pleine nature, qui soient bruyants ou pas bruyants d'ailleurs. Et dans la littérature, ce qui accompagne le plus souvent la terminologie libre évolution, c'est les qualificatifs de sauvage, libre, spontané ou dynamique. Ce qu'on va voir, c'est que finalement très peu, à la fois d'aires protégées et très peu d'espaces qu'on dit en libre évolution, répondent à tous les critères qui ont été posés dans la définition de la clé. D'ailleurs, si on va parler que de forêt, si on fait un bref petit bilan des aires protégées, des forêts qui sont protégées en libre évolution, la catégorie qui correspond le mieux, c'est la catégorie des réserves intégrales strictes de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est la catégorie 1A. Et en fait, des réserves biologiques intégrales répondant à cette catégorie, elles ne représentent qu'1,6% des forêts domaniales en France, soit 0,16% des forêts métropolitaines. C'est vraiment très peu de choses. Et encore, on chasse les cervidés, les ongulés sauvages, dans la plupart des réserves biologiques intégrales françaises. Pour les réserves naturelles nationales forestières, un bilan fait par Réserve naturelle de France il n'y a pas très longtemps montre que seulement 7,5% de leurs forêts sont réellement en libre évolution. Et encore, libre évolution avec chasse. Quant aux parcs nationaux qui ont un statut particulier de protection propre à l'intérieur, pour certains espaces à l'intérieur de la zone cœur, 0,6% seulement des forêts des parcs nationaux bénéficient d'une protection stricte et rigoureuse. Cette fois, évidemment, sans chasse et sans coupe de bois. Donc on le voit, c'est effectivement pas si facile que ça de mettre en application la libre évolution. Quelles sont les catégories de forêts, enfin les grands types de forêts, les grands types de situations forestières pour lesquelles on parle de libre évolution? Tout d'abord, évidemment, les vieilles forêts, les forêts multiséculaires, ça va de soi. Ça fait plusieurs siècles qu'elles sont en libre évolution. Donc là, généralement, elles sont protégées, mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, celles qui ne le sont pas sont très menacées actuellement au niveau de l'Union européenne. Alors, je reviens quand même sur ces forêts multiséculaires. On les qualifie de milieux à haute naturalité. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la naturalité d'une forêt, en tout cas, elle se définit grâce à un certain nombre d'indicateurs. Et on peut considérer, pour une définition vraiment raccourcie, que c'est à la fois l'intégrité biophysique, à la fois la spontanéité des processus écologiques et, troisièmement, la continuité spatio-temporelle de la forêt. La deuxième catégorie, le deuxième grand type de situation qu'on rencontre dans énormément de régions de France, ce qu'on appelle la nature férale, c'est-à-dire ce sont des forêts que les géographes qualifient d'accrus forestiers ou de boisements spontanés qu'on trouve dans beaucoup d'endroits où il y a eu ce qu'on appelle une déprise agricole. Donc on part d'une terre agricole, d'une prairie, d'une culture. Et ensuite, la dynamique et la succession végétale se met en place vers une forêt. Donc il y a énormément d'endroits comme ça en France. Selon certaines statistiques, il y aurait 5 millions d'hectares en France de terres sans usage, mais sans usage à prendre entre guillemets aussi, parce qu'il y a forcément ou de la chasse, ou de la cueillette, ou des loisirs, voire quand même un peu de coupe de bois. Donc voilà, c'est quand même une grosse catégorie qui rentre dans le champ de la libre évolution. Et la troisième catégorie dont je vais parler plus en détail maintenant, ce sont à la fois des forêts, mais qu'on laisse aussi en libre évolution. Là, j'ai parlé de terres agricoles qui partent vers la forêt, mais il y a aussi des forêts exploitées, et à un moment donné, le propriétaire décide de la laisser ou de la protéger, de la laisser donc
évoluer librement. Et ça, c'est le cas de figure, pourquoi je vous le présente? Parce que c'est le cas de figure qui se présentera à la forêt, au projet de forêt primaire. La forêt primaire, si elle s'installe quelque part, eh bien, elle s'installera à partir de forêts secondaires, de forêts très artificielles, de forêts changées par la sylviculture depuis des siècles. Donc, elle ne partira pas ou très peu de terres agricoles. Et ça, c'est des exemples que, évidemment, je connais bien parce que j'ai choisi de vous en présenter qui concernent ma région, les Vosges du Nord. C'est pas un hasard non plus, puisque les Vosges du Nord, c'est une des régions d'études de la mise en place de cette forêt primaire, avec un massif forestier de 80 000 hectares, dont 42 000 appartiennent à l'État. Donc, la première RBI que je vous présente, je vais vous présenter plusieurs exemples. Pourquoi je vous les présente? Pour vous dire que même quand une réserve biologique intégrale est petite, de petite dimension, elles sont de petite dimension, vous allez voir, et sur un pas de temps de libre évolution relativement court, 20 ans, ce qui n'est pas grand-chose pour une forêt, elle apporte déjà des informations intéressantes. Donc, c'est assez riche en enseignements sur le plan, je dirais, pédagogique, scientifique, écologique et autres. Et donc, voilà. Première réserve intégrale, elle s'appelle le Hengsberg, et vous voyez que dans cette réserve, il y a 12%, enfin vous ne le voyez pas, mais vous voyez une photo de bouleau, ce qui est quand même pas commun dans les Vosges du Nord. Hein. 12% de la RBI, qui fait 100 hectares, donc, et qui existe depuis 20 ans, est en bouleau. Pourquoi? C'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des combats terribles en 1945 entre l'armée américaine et l'armée allemande. Toute cette zone a été bombardée, la forêt a été détruite sur de vastes endroits, et quand les forestiers ont repris possession de la forêt, ce sont des forêts domaniales, ils ont essayé évidemment de reboiser. À l'époque, on reboisait en quoi? En pin sylvestre et surtout en épicéa. Et ça a marché plus ou moins. Et il y a des endroits où ça n'a pas marché du tout parce qu'il y avait tellement d'obus qui remontaient à la surface, notamment des munitions au phosphore qui mettaient le feu, que certains forestiers ont laissé des parcelles comme ça. Et c'est cette parcelle dont on a hérité. Aujourd'hui, elle est créée donc en réserve intégrale depuis 2000. Et ces bouleaux, vous voyez, ils ont 70 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bouleau est une espèce colonisatrice. Il va céder la place à l'essence, on va dire, dryade, l'essence d'ombre, qui va dominer ici dans les Vosges du Nord, à savoir le hêtre. On voit d'ailleurs des troncs de bouleau au sol avec le fameux amadouvier du bouleau. Donc voilà, on a littéralement une étape de la sylvigénèse de cette forêt tempérée là, qui est sous nos yeux, qui se déroule et qui va lentement mais sûrement aller jusqu'à la disparition totale du bouleau. Autre élément intéressant dans cette réserve, il y avait une petite prairie, dite prairie cynégétique, fauchée pour évidemment la chasse, pour les cervidés. Et bien 20 ans après, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, la nature est en horreur du vide. Le genêt a colonisé, la ronce, des bouleaux, même des hêtres sont venus. Ils sont même d'ailleurs taillés toujours par les cerfs. Et les cerfs, malgré la pression de pâturage qu'ils peuvent exercer en forêt, eh bien, n'empêchent pas quand même le retour là, de la forêt, parce que je pense qu'ils préfèrent aller se nourrir sur des prairies en herbe bien plus intéressantes, parce que là, ce que vous voyez, c'est une accumulation de la matière organique, et c'est moins intéressant pour eux, moins riche. Autre élément intéressant dans cette réserve intégrale de 100 hectares, c'est qu'il y a une petite zone, évidemment, qui a été plantée en épicéa à la belle époque. Et évidemment, les sécheresses récentes de 2018-19 et autres, plus les scolites, ont mené à la situation que vous voyez. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coupe qui sera exercée, évidemment. Et ce qui va être intéressant à suivre comme phénomène, c'est est-ce que cette pessière, donc cette plantation d'épicéa, va redonner naissance à de l'épicéa, puisqu'il reste des épicéas vivants qui peuvent de nouveau coloniser, ou bien les feuillus vont tenter leur chance et vont s'installer à la place, ce qui devrait être le cas. Or, le problème, c'est que sous cette pessière, qui avait à peu près, je dirais, une soixantaine d'années, peut-être l'âge des bouleaux d'ailleurs, il y a un humus très épais, un sol très acide, et c'est extrêmement difficile pour les espèces de feuillus d'y faire leur chemin, quoi. Autre phénomène qui est très intéressant à suivre, déjà maintenant, mais là dans le futur le plus proche, c'est qu'à côté de cette réserve intégrale, il y a des forêts exploitées. Là, vous voyez sur cette image, en haut à gauche, une hêtraie exploitée, c'est-à-dire avec des fortes éclaircies, ce que l'ONF appelle la sylviculture dynamique. Et en bas, ce que vous avez, c'est une hêtraie qui, depuis 20 ans, n'est plus coupée, donc qui a accumulé de la biomasse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si, comme certains le pensent, la futaie trop éclairée, ce qui dégrade d'ailleurs les sols, et qui favorise l'évapotranspiration, résistera moins bien, ou pas, au réchauffement climatique. Ça va être un phénomène très intéressant. Alors qu'en bas, dans les canopées denses, avec une ambiance forestière maintenue au sol et plus d'humidité, on peut penser que la forêt sera plus résiliente et plus résistante.
On a une autre réserve intégrale de 150 hectares qui s'appelle la réserve du Nonental, qui est une post-tempête. Elle a été créée après l'ouragan Lothar, le 26 décembre 1999, qui a fait pas mal de dégâts dans les Vosges du Nord. Et là, ce que vous voyez, c'est des phénomènes de réitération extrêmement intéressants qu'on ne voit pas en temps normal. L'un à gauche sur une chandelle et l'autre à droite sur un arbre qui a été courbé par la tempête. Parce que généralement, après les tempêtes, les forestiers ne laissent pas systématiquement les chandelles. Enfin, la réserve intégrale transfrontalière, c'est d'ailleurs la réserve donc, qui pourrait servir d'embryon à la future forêt primaire. Elle fait 480 hectares, 200 côté français, 280 côté allemand. Elle est déjà intéressante. Là, on est côté français et on a trouvé là tout récemment une espèce très très intéressante, selon Laurent Larieux, grand spécialiste des vieilles forêts. C'est l'hymne chevelu, un champignon un peu corail comme ça, qui pousse donc sur les arbres morts. Et on voit déjà des beaux calibres d'arbres morts au sol, ce qui commence à être intéressant en termes comment dire, de naturalité et de vieillissement. Mais là aussi, elle n'a que 20 ans. Et mon dernier exemple, je le prends non pas dans les Vosges du Nord, mais dans le sud des Vosges, que j'ai visité très récemment, et c'est un phénomène très intéressant. Là, on a 80 années de recul. C'est un ancien pâturage, donc dans le massif des Ballons des Vosges, donc dans le Ballon d'Alsace en l'occurrence. Et on est sur des fortes pentes, on est sur un sol granitique, donc plus riche que les grès des Vosges du Nord. Et donc vous voyez, la forêt a repris ses droits, évidemment. Et surtout ce qu'on trouve maintenant, c'est l'if, qui est une espèce quand même qui est devenue très très rare dans nos forêts, qui aurait dû être présente beaucoup plus, mais elle a été éliminée par l'homme pour des raisons de toxicité des fruits, et notamment des graines par rapport aux animaux, aux animaux domestiques qui étaient utilisés d'ailleurs pour la traction animale et autres, et puis pour les animaux qui pâturaient. Donc le retour de l'if est très intéressant. Là. On a vraiment un milieu qui n'est pas touché et qui permet le retour d'espèces qui avaient complètement disparu, à partir sans doute d'une station primaire. Et enfin, dernier exemple d'un siècle de libre évolution, ça on le sait par les documents historiques. Dans les Vosges du Nord, il y a un secteur situé en Lorraine qui s'appelle le Pays de Bitche, qui fait à peu près 20 000 hectares, adossé à la frontière allemande, et qui, entre 1620 et 1720, en gros, a été vidé de sa population pour deux raisons. La première, c'est la guerre de 30 ans, qui a fait vraiment des ravages. Des villages ont disparu, et n'ont jamais été reconstruits d'ailleurs. Le petit âge glaciaire, on est au cœur du petit âge glaciaire qui est caractérisé par des grandes sécheresses, des gels tardifs, ce que ne supportent pas certains arbres, notamment le chêne, et des hivers très froids et longs. Alors vous me direz, si ce n'était que cet épisode historique, bon, qu'est-ce qu'on a comme élément à se mettre sous la dent pour juger que c'est intéressant parce qu'on a des données sur la forêt? Eh bien oui, on dispose d'un atlas topogéographique du comté de Bitche, qui a été établi en 1758 et qui est un document exceptionnel par la qualité des cartes, par le descriptif. Certes, c'est pas quantitatif, à l'époque on faisait pas trop dans le quantitatif, mais plus dans le qualitatif. Et d'ailleurs, j'ai souligné en gras certaines des phrases, une des plus belles forêts du royaume, avec beaucoup de gros bois, sans qu'ils disent ce qu'il entend par gros bois. Les gros bois aujourd'hui chez les forestiers, c'est entre 50 et 70 centimètres de diamètre à hauteur d'homme. Et beaucoup de hêtres et de chênes. Mais le constat qui est fait par le gruyer du roi qui vient voir ces forêts, c'est qu'elles sont vieillissantes, et notamment beaucoup de chênes morts, mais des hêtres vigoureux. Et comment se fait-il qu'on ait cette situation? Eh bien, tout simplement parce que le chêne a toujours été favorisé par l'homme depuis très longtemps. Depuis le néolithique, on peut dire que l'homme a façonné les forêts. En plaine, le chêne a substitué beaucoup le hêtre dans beaucoup d'endroits, même s'il y a des stations de chêne, il y a beaucoup d'endroits où on dit que c'est de la hêtraie chaînée, mais en fait, c'est de la hêtraie où le chêne a fait difficilement son chemin, il lui faut des grandes trouées, alors que le hêtre, évidemment, est ultra dominant en tant qu'essence d'ombre. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les hêtres ont monté, étant plus vigoureux, malgré, évidemment, les conditions climatiques du petit âge glaciaire. Les branches du hêtre, les branches de la canopée sont rentrées dans les branches maîtresses des grands chênes, et donc a fini par les faire dépérir. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la canopée que ça s'est passé, cette compétition, elle s'est aussi passée par les racines, puisque là, les hêtres diffusent des substances toxiques pour les autres espèces concurrentes. C'est le phénomène dit d'allélopathie, qui est bien connu pour pas mal d'espèces, et le hêtre en particulier. Donc on voit bien que si vous laissez la libre évolution,
eh bien, c'est la nature qui décide quelle est l'espèce qui va rester. Alors que là, toutes ces chaînées qui existaient avant, ben, elles étaient du fait de l'homme. On éliminait systématiquement le hêtre parce que c'était une essence surtout considérée comme essence pour le bois de chauffage, alors que le chêne avait bien d'autres valeurs pour les tanins, pour les glands, bien sûr, pour la glandée, et évidemment pour la construction, et la construction navale en particulier. La libre évolution en forêt, finalement, ben, qu'est-ce que ça provoque? Ce qu'on voit, finalement, quand on va laisser les forêts en libre évolution, quelle que soit la durée, mais évidemment, plus la durée est longue, et plus l'intérêt et le degré de naturalité va augmenter. Là, c'est l'accumulation de la biomasse. C'est assez net. Par exemple, la réserve forestière intégrale, là, dont je parlais tout à l'heure, transfrontalière, le volume moyen d'un peuplement dans les Vosges du Nord, c'est en gros 238 mètres cubes à l'hectare. Eh bien, au bout de 20 ans, dans la réserve forestière, on est à 500 mètres cubes, vous voyez. C'est normal. On n'exploite plus de bois, on ne sort plus de bois, on n'exporte plus de matière organique, donc forcément, il y a une accumulation. Il y a aussi une augmentation du bois mort en volume, mais attention, on est tombé justement sur quelque chose de paradoxal dans cette réserve forestière transfrontalière, c'est qu'il y a un protocole COST, une parcelle, une placette à l'hectare, hein, qui est suivi côté français et côté allemand. En gros, évidemment, c'est le même protocole, heureusement. Et on a 3 comptages maintenant. Il y a eu l'état 0 à 2000, il y a eu à peu près 2010, 2013, et puis il y a eu maintenant, tout récemment, là, donc avec 20 ans de recul, 3 comptages. Hein. On a vu quoi? On a vu que finalement, il y avait une petite baisse du bois mort. Pourquoi? Bah, tout simplement que dans le protocole, on compte évidemment les restes de houppiers, les bois morts qui sont, les branches qui sont au sol, et surtout les souches. Or là, on n'exploite plus de bois, donc il n'y a plus évidemment les houppiers rémanents qui restent au sol, et il n'y a plus les souches. Et comme il n'y a pas eu beaucoup de chablis, parce que finalement on part d'une forêt relativement à bois moyen, c'est-à-dire entre 30 et 50 cm de diamètre à hauteur d'homme, on ne peut pas évidemment avoir des bois morts qui se font comme ça en une vingtaine d'années, sauf par la concurrence et sauf par la sécheresse pour ce qui est des espèces les plus sensibles, à savoir l'épicéa. Jean-Claude, excuse-moi de te couper, il te reste 2 minutes pour ta présentation. J'ai bientôt fini. Merci. Il y a une augmentation de ce qu'on appelle les dendromicrohabitats, hein, vous savez tout ce que c'est, les fentes, les cavités naturelles, les décollements d'écorce, l'enrichissement du sol avec le bois mort, hein, et puis évidemment la stratification verticale, horizontale et la diversité des classes de diamètre. Quel avenir pour la libre évolution et surtout pour les forêts en libre évolution? Donc la situation actuelle, telle qu'elle est connue, c'est qu'on peut estimer, et notamment dans les zones protégées, il y a à peine 0,6% qui répondent aux critères que je vous ai définis tout à l'heure, 0,6% en libre évolution. Alors que la stratégie nationale des aires protégées pour 2030 prévoit 10% en protection forte, mais la protection forte, ça peut être de la chasse dans les réserves intégrales, c'est du pâturage dans les zones cœur de parcs nationaux, et c'est de la coupe de bois dans certaines réserves naturelles forestières. Donc évidemment, on est loin encore d'avoir mis au bout du jour la libre évolution comme outil on va dire de conservation. Et dans un contexte où le climat est hors de contrôle, je pense plus que jamais que la libre évolution va devenir incontournable. L'homme va devoir céder la place à la nature. Face au recul du trait de côte, face au glissement de terrain dans les montagnes, face aux inondations et aux méga-feux, il faudra effectivement accepter de laisser plus la place à de la nature autocontrôlée. Pour moi, la forêt en libre évolution, c'est un lieu d'humilité, pour reprendre l'expression d'Aldo Léopold, c'est un lieu de liberté, c'est aussi un lieu de dissidence face à l'administration de la planète, pour reprendre l'expression du sociologue Rodolphe Christin, et c'est aussi de la poésie, hein, et de la beauté qu'a évoqué Gilbert tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel je rejoins tout à fait Francis Salé. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup Jean-Claude pour cette présentation. Donc très rapidement, puisque le temps nous manque, je passe la parole à Emmanuel Torcobio pour nous présenter le rôle de l'agroforesterie dans le projet de forêt primaire. Merci beaucoup. Je vais donc terminer cette série de présentations en vous faisant sortir de la forêt, si je peux dire. Je vais vous parler du rôle que l'agroforesterie pourrait jouer dans la mise en place de cette forêt primaire que nous appelons tous de nos voeux. Je viendrai dans quelques instants sur la définition de l'agroforesterie,
pour ceux qui hésiteraient encore à savoir exactement ce que c'est. Mais d'abord, réfléchissons à la forêt elle-même, cette forêt primaire, et aux caractéristiques qu'elle va avoir. Elle ne va pas vivre toute seule, elle ne va pas être isolée dans un vide. La forêt primaire, elle va être dans un contexte, elle va être dans un environnement, devra être intégrée dans un territoire. Elle ne vit pas toute seule comme ça dans un néant autour d'elle. Et cette caractéristique est très importante. La forêt, ce sera un tout. Ce sera cette zone en libre évolution qui sera fortement protégée, où les accès seront excessivement réduits. Mais réfléchissez à la manière dont existent les arbres, les forêts que vous connaissez. Difficile de dire, ici c'est la forêt, et là c'est plus de la forêt. La lisière de la forêt, elle n'est pas abrupte. Ce sera difficile de dire à quel moment exactement commence cette forêt primaire et à quel moment finit cette forêt primaire. Et c'est ça la question sur laquelle je voudrais vous emmener maintenant, cette histoire de lisière de la forêt. La lisière de la forêt, ce n'est pas coupé au couteau. La lisière de la forêt primaire, ce sera une zone de transition. En gros, ce sera une zone dans laquelle on va passer d'un endroit où les caractéristiques forestières seront totales, côté complètement protégé, à une zone où les caractéristiques forestières seront moins évidentes, côté non protégé, de l'autre côté de cette lisière floue. En gros, notre forêt, elle se terminera dans une espèce de gradient écologique qui sera flou, où ce sera sans doute difficile à certains endroits de dire est-ce qu'on est encore en forêt ou est-ce qu'on n'y est plus. Et ça peut être très utile parce que ça va nous permettre d'intégrer justement cette forêt dans ce qui va l'entourer. Donc voilà de quoi je voudrais vous parler maintenant. Pour vous faire comprendre mieux ça, rien de tel qu'un petit diagramme qui devrait apparaître normalement. Le diagramme qui est lié à ma présentation. Voilà. Ce petit diagramme que j'emprunte à l'UICN vous montre ce que peut être une zone protégée théorique. Notre forêt, on espère que ce sera un grand ensemble quelque part, mais en gros, on n'en sait rien dans le détail comment ça va se présenter. Il y aura sans doute peut-être des zones très protégées, des zones moins protégées, et plusieurs zones protégées peut-être séparées les unes des autres. Qui sait? Il faut intégrer tout ça dans le territoire dans lequel ça va exister. Supposons donc que notre forêt soit constituée de ces 4 zones cœur que vous voyez en vert foncé sur ce diagramme, qui sont les zones en libre évolution totale, complètement protégées. Ces zones cœur, pour que ça fonctionne, on va tenter de les relier entre elles par un principe qu'on peut appeler un principe de corridor. Vous voyez ici que différents types de corridors ont été illustrés. Un corridor linéaire assez étroit, un corridor paysage en haut à gauche, qui est quelque chose de plus large, plus épais, peut-être plus volumineux. Un corridor qu'on peut appeler un corridor tremplin, où il y aurait des éléments plus forestiers, mais séparés un peu les uns des autres. Et donc, dans cette deuxième teinte de vert, on est dans quelque chose qui est plus complètement la forêt primaire, mais qui est encore un peu la forêt primaire, sans l'être complètement. Et tout ça, ça s'intègre dans une zone en vert encore plus clair sur ce diagramme, qu'on peut appeler la zone tampon, qui est une zone encore au-delà de ces zones assez intensivement protégées, qui sont les zones dans lesquelles il y a un passage, ce gradient, cette transition, cette lisière floue dont je vous parlais à l'instant, entre ce qui est forestier et ce qui ne l'est pas. Enfin, autour de cette zone tampon se trouve le paysage existant, adjacent, dans lequel l'homme est présent, a toujours été présent sans doute, et va continuer à être présent. Et il faut faire le lien avec ce paysage adjacent modifié par l'homme. Eh bien, dans ces 3 zones, les corridors, la zone tremplin et la zone adjacente, le meilleur candidat que nous avons,
c'est quelque chose qui s'appelle agroforesterie. Pourquoi? C'est là que vient la définition de l'agroforesterie. Mais parce que l'agroforesterie, c'est une technique d'occupation de l'espace rural, on va dire, qui a pour principe d'associer des arbres à d'autres activités de mise en valeur du paysage agricole, que ce soit des activités d'agriculture classique ou des activités d'élevage. En gros, en agroforesterie, on fait du mélange. On fait du mélange entre des arbres et de l'agriculture. Vous comprenez que si on introduit donc, et si on fait en sorte que dans un paysage qui est autour de la forêt, dans lequel il commence à y avoir peut-être un peu d'agriculture, on essaie de maintenir une quantité assez importante d'arbres, eh bien on va garder cette caractéristique forestière assez forte et on va pouvoir la faire diminuer progressivement au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la forêt. En gros, on peut, mais j'exagère à peine, Francis me dirait que j'exagère, mais en gros, on peut faire jouer à l'agroforesterie le rôle de la forêt sans la forêt. Pourquoi? Parce que l'agroforesterie a tout un tas d'avantages en termes de protection de la biodiversité, protection du sol et de l'eau, en termes de réponse au changement climatique, que ce soit son atténuation ou l'adaptation au changement climatique. Et enfin, parce que l'agroforesterie, et ce n'est pas la moindre de mes remarques, surtout avec ceux dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, l'agroforesterie, c'est sacrément beau. Un paysage agroforestier dans lequel vous avez un mélange entre des parcelles boisées, des parcelles agricoles, un paysage hétérogène, diversifié, excusez-moi, mais ça a de la gueule par rapport à, par exemple, un paysage de monoculture ou de plantation d'arbres. Voilà donc ce qu'on essaie de proposer et ce que moi, en mon rôle spécialiste de l'agroforesterie et membre du conseil d'administration de l'association Francis Allais, j'essaie de faire passer pour que nous essayions de voir comment ce principe d'agroforesterie va pouvoir nous permettre cette intégration de la forêt dans ce qui l'entoure. Quelques exemples. Un des exemples les plus spectaculaires et les plus connus, c'est ce qu'on appelle des agroforêts. Qu'est-ce que c'est une agroforêt? Ben, c'est une forêt simplifiée. Ça ressemble à une forêt naturelle, à s'y méprendre. D'ailleurs, dans les zones tropicales où on a découvert ces agroforêts à l'origine, il y a beaucoup de spécialistes des forêts qui, lorsqu'ils ont vu ces agroforêts au début, ont pensé que c'était de magnifiques forêts naturelles spontanées. Mais les agroforêts, ce sont en réalité des plantations d'arbres, mais pas des plantations comme la forêt des Landes, des plantations d'une grande diversité d'espèces, certaines de la forêt voisine, d'autres pour des usages différents, des fruits, du bois, dans les zones tropicales, beaucoup d'autres applications, mais même ici, chez nous, en zone tempérée, toutes les applications médicamenteuses ou cosmétiques sont très importantes pour tout un tas d'espèces. Et on peut planter ces agroforêts en faisant quelque chose donc un peu simplifié par rapport à une forêt naturelle, un peu moins dense, mais néanmoins très dense, et qui fonctionne vraiment comme une forêt naturelle, dans laquelle la collecte se fait avec des méthodes douces, non intrusives, d'un certain nombre de productions choisies pour être importantes dans cette agroforêt. Si vous allez un petit peu plus loin, dans mon gradient de diminution de la caractéristique forestière, on peut penser aux zones agricoles qui vont entourer la forêt. Et dans ces zones agricoles, on peut imaginer quelque chose qu'on pourrait appeler, c'est un néologisme que j'emprunte à mon ami Bruno Sirvin, l'arbrement des zones agricoles, c'est-à-dire introduire le plus possible d'arbres dans ces zones, de sorte qu'on puisse certes y faire de l'agriculture, mais que ce soit une espèce d'agriculture arborée. Il y a quelque chose que vous connaissez bien, dont on parle très souvent actuellement, ce sont les fameuses haies. Les fameuses haies qui peuvent entourer les parcelles agricoles, qui font le célèbre bocage que nous aimons tant en France. Eh bien ça, c'est une forme d'arbrement du paysage agricole. Mais vous pouvez aussi imaginer des alignements d'arbres dans les parcelles, ou vous pouvez aussi imaginer des arbres dispersés, complantés avec les cultures, ici et là dans les parcelles. Vous pouvez aussi imaginer, et là il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination et partir un peu sous les tropiques, des cultures par exemple sous les arbres, notamment les cultures qui aiment l'ombre. Ici en zone tempérée on n'en a pas beaucoup, mais en cherchant bien, on peut trouver des légumes. Tout à l'heure Francis parlait de maraîchage autour de la forêt primaire. Mais si vous allez en zone tropicale, le café, le cacao, ce sont des cultures cultivées sous des arbres d'ombrage. Une plantation de café ou de cacaoyer,
c'est une parcelle agroforestière qui est densément boisée et sous laquelle il y a une culture régulièrement récoltée. Troisième exemple dont je voudrais vous parler, c'est l'association des arbres qu'on va pouvoir intégrer dans ces dynamiques d'agroforesterie avec l'élevage. C'est très important parce qu'il y a de nombreuses formes d'élevage qu'on peut associer à des arbres. Soit parce que vous pouvez conduire votre élevage, vos troupeaux, dans un environnement arboré. Les vaches, les moutons, les chèvres sont comme nous. À l'ombre, il fait meilleur, notamment dans les périodes un petit peu chaudes. Et donc, on a constaté depuis très longtemps que lorsque vous avez un troupeau de vaches qui est conduit dans des champs où il y a par-ci par-là des arbres, eh bien les vaches aiment bien se mettre à l'abri des arbres, et que conduire le troupeau dans un environnement semi-arboré, ça permet d'avoir des conditions où la physiologie des troupeaux est meilleure parce qu'ils sont moins soumis aux contraintes de la forte chaleur ou d'ailleurs du froid trop important en hiver. En fin d'été notamment, les pâturages dans lesquels il y a des arbres par-ci par-là durent plus longtemps. En septembre, maintenant ici, il y a encore de l'herbe verte. Mon ami Fabien Balaguet, le directeur de l'Association française d'agroforesterie, dit que les arbres, c'est le frigo de la période estivale. Je vais emprunter cette belle formule. Enfin, la deuxième manière d'associer les arbres à l'élevage, c'est de nourrir les animaux avec les arbres. On l'a oublié, mais il y a moins d'un siècle encore, ici chez nous en Europe, le frêne, le charme, l'hêtre étaient utilisés régulièrement pour nourrir les troupeaux avec leurs feuilles. On récoltait les branchages pour alimenter les troupeaux avec ce fourrage qui a très souvent des caractéristiques nutritives meilleures que le fourrage de plantes annuelles. Sans parler évidemment de la fameuse glandée dont vous avez tous entendu parler. Les cochons étaient autrefois nourris avec des glands et on a des exemples encore très vivants de ce genre d'Espagne. De ce genre de choses. Il suffit d'aller en Espagne où il y a une méthode d'utilisation du sol qui s'appelle la DSA, qui consiste à conduire des troupeaux de porcs dans des grands espaces où sont conservés ou voire plantés des chênes verts ou des chênes lièges. À la saison des glands, les cochons sont sous les chênes et se nourrissent des glands. Puis, lorsque la saison des glands est finie, les porcs sont rentrés à l'étable et c'est une culture de céréales qui est entretenue sous ces arbres. Vous voyez une association très importante entre des arbres, de l'élevage et des cultures agricoles classiques. Voilà donc plusieurs exemples qu'on peut trouver pour alimenter ce gradient en périphérie autour de notre forêt primaire. On peut bien entendu trouver toute une sorte de situation intermédiaire entre les exemples que je viens de vous citer en les mélangeant entre eux. Et puis, d'une manière générale, on peut imaginer que ce paysage qui va entourer la forêt primaire soit une espèce de mosaïque diversifiée de toute une série d'usages tels que ceux que je viens de vous décrire, qui, en gros, auront des caractéristiques proches de ceux d'une forêt, sans être ceux d'une forêt, mais en tout cas ne seront pas ceux d'une monoculture, qu'elle soit de plantes annuelles ou d'arbres. Voilà l'idée que nous avons d'essayer donc de faire jouer ce jeu à l'agroforesterie autour de notre future forêt primaire. Bien entendu, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts, parce que c'est un petit peu compliqué à inventer. On a énormément d'exemples de ça qui fonctionnent très bien en zone tropicale. En zone tempérée, il y en a un petit peu moins, mais on commence à en voir. Je vous ai parlé de l'Espagne tout à l'heure. Mais il y a réellement une gouvernance à inventer. Comment gérer ces terres-là? L'agriculture industrielle de notre époque a oublié les arbres. Si ce n'est pour produire des fruits ou du bois, on ne met plus d'arbres dans les zones rurales désormais. Or là, je vous parle de mettre des arbres pour tout un tas d'autres raisons. Par exemple, pour maintenir de la biodiversité ou répondre au changement climatique. Donc ça, ce sont des démarches qui sont vraiment nouvelles et il y a une vraie gouvernance, il y a un statut juridique de ces terres, sans doute peut-être à inventer, et sur lesquels les objectifs dont parlait Eric ce matin, de travailler avec les gens, les partenaires qui vont inventer avec nous cette nouvelle manière de mettre en place la forêt primaire, devraient pouvoir échanger avec nous sur les options possibles.
on voit dans cette zone agroforestière autour de la forêt primaire un véritable labo de recherche à ciel ouvert dans laquelle on pourrait vraiment mettre en place toute une série de recherches pour inventer ce nouvel espace qui est un complément donc de la forêt primaire, mais qui permettrait de bien la protéger et l'intégrer à son environnement. Afin d'essayer de répondre à cet objectif, l'association Francis Allais pour la forêt primaire a monté un partenariat avec l'association française d'agroforesterie, dont je fais aussi moi-même partie, et je crois qu'il y a des représentants dans la salle, pour essayer de travailler ensemble, nos deux associations, pour voir comment on pourrait réfléchir ensemble à inventer cette fameuse lisière floue de la forêt primaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. On va passer à la phase de questions. Donc, on va faire très rapidement, puisqu'on doit finir à 16h et il est 16h moins 3. Donc, s'il y a des questions dans la salle, donc je vois que les mains se lèvent. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez des projets qui consistent à planter des arbres, par exemple, dans une prairie, à laisser après en libre évolution, c'est-à-dire à pousser, entre guillemets, l'obtention d'une forêt, par rapport au projet justement de libre évolution pure, sachant que c'est beaucoup plus lent, la libre évolution, qu'au vu de l'urgence climatique, c'est dans 100 ans ou 200 ans, ce sera peut-être trop tard d'obtenir tous les bienfaits de la forêt en termes de restructuration des sols, de cycle de l'eau, enfin tout ce que ça apporte. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de ces projets-là. Est-ce que c'est positif, même si évidemment beaucoup moins qu'avoir quelque chose en libre évolution, ou alors complètement contre-productif? Je peux tenter rapidement de vous dire quelques éléments de réponse. Vous savez, un arbre qui a germé, il est généralement en bien meilleure santé et il pousse mieux qu'un arbre qui a été planté. C'est aussi simple que ça. Et je voudrais prendre ça comme point de départ. Alors bien sûr, l'arbre qui a germé sur place, il va pousser un peu lentement au début, et pendant les premières années, il sera moins impressionnant que l'arbre qui a été planté, peut-être dans des dimensions un petit peu plus grandes, et qui a été fortement aidé au début. Mais l'arbre qui a germé à l'endroit où il va passer sa vie, il a des racines bien meilleures. Et donc, au bout de quelques années, il va rattraper l'arbre qui a été planté et il va finalement devenir plus grand, plus vigoureux et en meilleure santé surtout que l'arbre qui a été planté. Donc oui, je pense qu'on peut protéger des arbres pour essayer de faire cette espèce de régénération. J'en prends pour preuve un exemple très connu de nos amis agriculteurs africains. Dans toute la bande sahélienne, des millions d'hectares, la manière numéro 1 de faire de l'agriculture, c'est la régénération naturelle assistée. Qu'est-ce que c'est la régénération naturelle assistée? Lorsque vous travaillez votre champ, vous observez, vous regardez ce qui pousse spontanément. Et ce qui pousse spontanément, si ça vous intéresse, si vous savez que c'est un arbre qui va avoir un usage pour vous plus tard, parce que vous allez y récolter des fruits, des médicaments, du fourrage pour vos animaux ou des légumes pour vous nourrir, vous le protégez. Et lorsque vous travaillez votre champ, vous allez le contourner. C'est comme ça que des arbres que vous connaissez tous, le baobab, le karité, existent dans les champs de l'agriculture africaine. Et c'est une méthode particulièrement efficace. Ces arbres-là, ils sont dans une santé impeccable. Et la saison sèche au Sahel, ce n'est pas la saison sèche de chez nous, c'est 9 mois par an. Et bien pendant les 9 mois par an de saison sèche, les arbres issus de la régénération naturelle assistée, ils sont vigoureux, ils sont en bonne santé, et ils sont en bien meilleure santé que tous les arbres que les services forestiers d'Afrique, avec notre conseil souvent, ont essayé de planter ici et là, et qui ont beaucoup de mal à survivre parce qu'ils sont issus de plantations. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et on va prendre une dernière question, assez brève, s'il vous plaît. Merci. Toute la journée, on parle de biodiversité. Enfin, je suis totalement convaincu par cette journée, mais on a abordé ce matin la position schizophrénique entre la demande de bois qui augmente. Est-ce qu'il faut aller, je suivais récemment dans le Finistère un atelier sur le Paulownia,
Est-ce qu'il faut consacrer des surfaces agricoles avec le statut juridique adéquat pour apaiser les mouvements, enfin la prise sur les forêts et séparer plus distinctement entre du bois de culture, du bois d'œuvre, du bois pour la demande et la protection des forêts, qu'elles soient primaires ou secondaires. Oui, c'est une question difficile, parce que quand on est sur le terrain, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, faire les deux, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire faire de la forêt en libre évolution, mais prélever quelques arbres. Enfin, c'est tiré par les cheveux quand même. Hein. Et souvent, on nous le propose. Voilà. Maintenant, il faut éviter... Je me souviens, une fois, j'ai fait une conférence et il y avait notamment des Néo-Zélandais qui témoignaient. Et ils témoignaient du modèle néo-zélandais de l'époque, c'est-à-dire production très importante, intensive sur certaines surfaces. Et en contrepartie, on laisse tout le reste, voilà, les décors du Seigneur des Anneaux, on n'y touche pas. Et voilà. Parfois, on s'interroge nous-mêmes sur cet aspect-là. Mais quand on regarde sur le Massif central, par exemple, sur la partie Limousin, on voit que petit à petit, le côté productiviste intensif prend assez facilement le pas sur l'évolution naturelle, et on le voit au niveau des paysages. Parce qu'il faut bien voir qu'après, on développe du matériel qui fait que ça vous coupe l'arbre, l'écorce, ça fait tout le travail comme ça, en rien de temps, mais c'est plus du tout de la forêt avec le bûcheron, avec le choix de l'arbre. Voilà. Donc, ouais, moi, je ne suis pas très confiant dans cette nouvelle approche. Moi, je rajouterais simplement que quand on parle de forêt en libre évolution, c'est 10% de la surface du territoire. Donc, on a la possibilité de faire des cultures sur le reste. Et par contre, la vraie question, c'est quel type de culture on fait. Et je pense que le modèle qu'il faudrait développer, celui qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le modèle Pro-Silva, qui finalement s'inspire du fonctionnement de la forêt naturelle et certainement pas les plantations d'arbres industriels qui ressemblent à des champs de maïs. Oui, je voudrais rebondir sur ça exactement. C'est une question très pertinente, très importante aussi au niveau politique, parce qu'il y a un gros débat en Europe sur le modèle d'intégration. C'est ce qu'on essaie de promouvoir, donc exactement ce qu'on vient de dire, d'intégrer l'aménagement plus proche à la nature dans les forêts productives, ou le modèle, ce qu'on appelle de ségrégation, qui est plutôt le modèle américain, donc plantation et protection totale, mais séparée. Et il y a un risque, effectivement, parce que de plus en plus, on est confronté vers des oppositions, y compris en France, par des gens qui nous disent oui, allez-y avec ProSilva, c'est super génial, mais ne touchez pas le sud-ouest. Dans les Landes, les pays maritimes, ça doit rester parce que c'est le seul qui amène de l'argent. Donc là, c'est un vrai débat politique qui finalement est lié à l'éléphant dans la chambre, si on dit ça en français, elephant in the room. C'est comment payer, comment, disons, les prix ne reflètent pas ce qu'on enlève de la nature. Aujourd'hui, les prix du bois ne reflètent pas les dommages qu'on cause à la nature. Mais je pense que je suis, disons, pessimiste mais optimiste en même temps, parce que le fait que les modèles ségrégatifs et la monoculture doivent quand même céder les pas à l'intégration, est dû au fait que les changements climatiques, maintenant, disons, les forêts monoculture elles meurent. Donc, il n'y a que la biodiversité qui peut sauver ces forêts. Sinon, évidemment, il n'y aura plus d'argent, même là, dans le sud-ouest, les pays maritimes, un jour, il n'y en aura plus parce que les changements climatiques vont les tuer, et donc il n'y a pas d'autres espèces, non, je pense. Merci à tous les 5. On n'oublie pas Jean-Claude qui est en distanciel. Merci Emmanuel, merci Marco, merci Béatrice, merci Gilbert pour vos interventions.